Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie-Hélène Ville, ancienne vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Bayonne. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Numéro 10. Voilà. Alors, dans ce dossier, j'ai 3 personnes. Monsieur, qui est le dirigeant de l'entreprise. C'est vous, monsieur. La société Castel, représentée par son gérant. Il est venu, monsieur? Oui, il est là. Voilà. Sachant que la partie civile, je ne sais pas s'il est venu. Il est là. Il est là aussi, la partie civile. Vous allez vous asseoir dans un premier temps. Oh non, mais au premier rang quand même, parce que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Bon, alors, qu'est-ce qui est reproché aux uns et aux autres? En ce qui concerne monsieur qui dirigeait l'entreprise, il lui est reproché d'avoir à Saint-Jean-de-Luz, lieu de l'accident du travail, c'est un accident du travail, le 29 juin 2005, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. Dabestoy Alain, qui travaillait dans cette entreprise ce jour-là. Voilà. Et en ce qui concerne la société Castel, qui est une autre entreprise, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi il y en a 2, d'avoir ce même jour, le 29 juin 2005, à Saint-Jean-de-Luz, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, etc., involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. Dabestoy. Donc il y a une seule victime et 2 prévenus de blessures involontaires. Alors, il faut savoir que M. Dabestoy est peintre, donc la victime, c'est un peintre. Son employeur, c'est l'entreprise qui, sur ce chantier-là, était le sous-traitant de la société Castel. La société Castel est assez connue dans la région pour être une société de maçonnerie. Il avait donc sous-traité tout ce qui concerne la peinture à l'entreprise. Monsieur Dabestoy commence son travail sur ce site-là le jour même de l'accident. On lui demande de peindre. On lui demande de peindre. Je crois que j'ai des photos encore plus éloquentes que ça. Ah voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, si vous pouvez approcher tous, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. Parce que je crois que c'est comme ça qu'a été matérialisé le lieu de la chute. Alors, on voit que c'est une magnifique propriété à Saint-Jean-de-Luz qui domine la mer, mais bon, à part ça. Alors, donc la société Castel avait en charge tout le lot. Enfin, c'est vous qui avez construit la maison. C'est vous, hein? C'est vous qui avez construit la maison. Vous, c'est... Voilà. Vous aviez la peinture, interne, externe, intérieur, extérieur. Au moment de l'accident, vous, monsieur, on vous avait demandé de repeindre, comment vous appelez ça, la pergola. Pergola. Vous étiez à cet endroit-là, quand vous êtes tombé. À cet endroit-là, et uniquement à cet endroit-là, si j'ai bien compris, les poutrelles n'étaient pas scellées. Mais vous c'est-à-dire que moi, je le bon, vous ne le savez pas, mais c'est bien ce que je crois. Hein. Donc, c'est alors que vous êtes donc, à cet emplacement, c'est-à-dire au-dessus de la pergola. Avec des planches. Avec des planches qui sont donc posées. Vous pensez que c'est solide parce que vous ne savez pas que ce n'est pas scellé. Et en fait, dès lors que ce n'est pas scellé, vous chutez de 2,50 m. Oui, environ. Voilà. Et vous perdez connaissance. Donc, je n'ai aucun souvenir après l'accident, ni de mon hospitalisation en neurochirurgie. Voilà, parce que je pense que vous êtes touché à la colonne vertébrale, en haut. Dans le dos. D'accord. Avec le risque d'ailleurs d'être invalide toute votre vie. Voilà, puisque la moelle épinière avait été touchée. La moelle épinière a été touchée. Voilà. Bon. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le chantier n'était pas tel qu'il est comme ça. Donc, si vous voulez, il y avait... malheureusement, il est tombé sur une tranche en béton, parce qu'il y a un passage. Oui, bien sûr, c'est pas si propre. Et le reste, il y avait de la terre. Si vous voulez, il y avait un petit qu'on peut matériel ici, et la terre était plus basse, et malheureusement, il est tombé juste sur... Alors, il y a 2 problèmes techniques. Le premier problème technique, ça concerne l'entreprise.
premier problème donc, consiste à dire, mais pourquoi lui a-t-on donné l'ordre à ce peintre, pour repeindre cette pergola, de le faire depuis le haut, alors qu'il aurait pu mettre des échelles en bas? Ça aurait été plus confortable pour lui, en termes de sécurité. En urgence, Ouais. sur le chantier, le chef d'équipe m'a indiqué la façon dont je devais effectuer le Procéder, travail. ouais. Donc, mettre des planches qu'il m'a fournies, ainsi qu'un escabeau, parce qu'il y aurait eu la possibilité qu'il monte en pourtour de la pergola un échafaudage pour que je puisse peindre avec une fourche télescopique. Oui. Mais pris sans doute peut-être par le temps. Oui, c'est une décision d'urgence parce que c'est ce jour-là que le propriétaire venait et voilà. Donc c'était pas programmé depuis quelque temps. Et j'ai cru comprendre aussi que si vous l'aviez fait depuis en bas, vous auriez peut-être pu poser une échelle ou un échafaudage, je sais pas comment on appelle ça. Je ne pouvais pas. Mais le sol était en plus pas fini, donc pas très plat peut-être. C'est-à-dire qu'il y a des différents dénivelés, Voilà. mais qu'on rattrape avec un échafaudage malgré tout fixe. C'est long à monter un échafaudage comme ça. Oui, je pense que. Vous pouvez pas le faire comme ça dans les 5 minutes, quoi. Ah non, non, du tout. Bon, mes collègues ont compris, parce qu'il faut déjà partir de la compréhension des faits. Hein. D'accord, donc merci, vous pouvez reculer. Alors, donc vous avez maintenant compris comment s'est passé l'accident. L'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal faisant donc entendre que la loi sur les travaux en hauteur n'avait pas été respectée. Donc, voici ce qu'écrit l'inspecteur du travail. Alors, l'employeur était tenu de mettre en œuvre les mesures de sécurité prescrites par la loi. En ne respectant pas ces prescriptions, il a violé de façon délibérée une obligation de prudence et de sécurité. Ça, c'est un procès-verbal, c'est important, qui a été dressé par l'inspecteur du travail à l'encontre de monsieur dirigeant de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, pourquoi il y a aussi la société Castel renvoyée devant le tribunal. Alors, la société Castel, elle a donc le marché. Tout le monde l'a compris, la société Castel a ce marché. Et l'architecte avait décidé, en accord avec la société Castel, que justement, il n'y aurait pas le scellement de ces petites, je ne sais plus comment vous appelez ça, traverses, quoi. La question s'est posée dans le dossier de savoir si la société Castel avait répercuté ce danger au niveau des autres entreprises qui étaient censées travailler sur le site, et notamment le peintre. Donc voilà les deux problèmes de droit sur lesquels, dont est saisi le tribunal, et qui permettra d'essayer de savoir quelles sont les responsabilités de cet accident, sachant que, non seulement bien sûr il y a des conséquences gravissimes pour la victime, mais que chacun se dit innocent dans ce dossier. Alors, voilà. Alors, je vais vous demander de revenir pour être sûr que j'ai bien compris déjà et rappeler votre position. Alors, la position de monsieur d'abord, qui est donc l'employeur direct de la victime. Bon, d'abord, vous avez parfaitement compris, mais je voudrais quand même rectifier une petite chose par rapport à l'urgence. Oui. Bon, l'urgence, nous ne sommes pas le SAMU. C'était pour faire plaisir aux clients qui allaient arriver qu'on allait faire ce travail. Bon, au niveau de la sécurité, nous avons toujours donné des responsabilités aux responsables de chantier, et c'est eux, malgré qu'il n'y ait pas d'écrit, c'est eux qui prévoient tout ce qu'ils ont besoin. Il y a tout à l'atelier. Ils le prennent quand ils veulent. On leur porte quand ils veulent. Hein, c'est une négligence de ne pas avoir pris le matériel. Bon, mais de notre côté, c'est vrai que quand on voit la petite structure et les petits dangers que ça représentait, malgré ce que dit l'inspecteur du travail, ça n'a rien à voir avec un immeuble de 10 étages. Personne n'a pensé qu'il pourrait y avoir un problème. Bon, Oui, parce que quand vous dites petit danger, je n'ai pas l'impression que la victime ait envie de dire ça. Ça représentait un petit danger, je ne parle pas du résultat. Disons que la hauteur est faible, 2,50 m. Parce que je sais que c'est très malheureux et pour lui, bon, et même pour l'entreprise, puisqu'on comptait beaucoup sur lui. Hein, bon, mais ça, c'est autre chose. Bon. Alors, donc, tout ça pour vous dire que sur les chantiers, nous n'y sommes pas tous les jours, mais nous avons chaque fois un responsable de chantier avec des compagnons autour de lui. Ils s'organisent entre eux, ils discutent entre eux, ils peuvent refuser entre eux, il n'y a absolument aucun problème. On n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre un risque pour monter quelque part à quelque profit que ce soit. On a toujours dit, attention, pas de risque, pas de risque, pas de risque. C'est ce qu'on prêche dans l'entreprise. D'accord, mais alors techniquement, si vous aviez voulu,
éviter vraiment tout danger. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sécuriser au maximum cet employé? À mon avis, tel que c'est là, pas grand-chose, parce que les stop-chutes et tout ce qui est dans ce genre-là, on n'est pas assez haut. Harnais de sécurité, tout ça? On n'est pas assez haut. Parce que l'harnais de sécurité, il est attaché à ses pieds. Il y a la longueur de la longe, il y a la dimension du monsieur, et à la hauteur, il a touché terre avant que l'harnais fonctionne. D'accord. Alors, autre question, vous maintenez que vous ne saviez pas que les poutrelles n'étaient pas scellées? Non, on n'est pas des kamikazes, non. Mais le jour où on vous dit, voilà, il y a le feu, le client arrive, il faut peindre cette pergola, elle sera quand même plus jolie, etc. Vous rencontrez qui? Qui c'est qui vous dit ça? Alors ça, on ne se souvient pas d'où est arrivé l'ordre. Enfin, c'est une chose qui est certaine, c'est que dans des chantiers de cette dimension-là et de cette qualité-là, même les ouvriers, tous, on essaie de faire plaisir au client. Et le moindre désir du client, il est exécuté. Non, mais ma question me semblait assez importante, parce que si vous dites, ben oui, l'ordre m'a été donné par l'architecte, j'imagine que dans ces cas-là, on en discute entre professionnels. Et on essaie, bon, voyons, ta pergola, elle est comment? Est-ce qu'il y a un risque, pas un risque? On en discute en tant que professionnel. Non, sur le chantier. Je ne sais pas. Vous ne vous rappelez plus, là? Je ne sais pas. Monsieur, vous vous souvenez vous êtes entretenu de ce problème de peinture avec quelqu'un en particulier? Si vous voulez, donc nous, on était entreprise générale, il y avait un architecte, et c'était un architecte qui venait 3 jours toutes les 2 semaines, sur place. Ouais. Donc l'architecte était vraiment très présent dans le chantier. Ouais. Il avait le contact avec les intervenants sur place. Donc, et pour répondre à ma question, quand même, on sait qu'il y a un élément un petit peu d'urgence, là, il faut repeindre. C'est bien c'est là qu'il y a un contact entre l'entreprise générale et le peintre. Oui. Est-ce que vous vous rappelez, là, s'il y a eu des discussions, comment on va faire, comment vous allez vous y prendre? De toute façon, d'abord, on attendait la décision du maître d'ouvrage pour savoir dans quel sens on mettait les poutrelles. On n'avait pas l'obligation de peindre la pergola. Et qui a pris l'initiative? Si vous voulez, je pense que c'est l'entreprise qui a pris pour faire bien, pour bien présenter. C'est pas vous qui avez dit à l'entreprise qu'il fallait peindre? Donner un coup de blanc pour bien préparer le truc. Après, je dois dire que pour peindre cette pergola, moi c'est mon sentiment personnel, on n'aurait jamais dû monter sur la pergola, parce qu'on ne met pas une planche pour peindre le dessus d'une poutrelle. Enfin, je regrette, mais avec une échelle, on passe facilement entre l'échelle et on le peint à l'échelle. Donc, c'est un autre problème. Mais le problème, aussi, vous ne rappelez pas que c'est pas vous qui avez dit qu'il faudrait peindre, ça sera quand même plus chic. Non. Sur les comptes rendus de chantier, vous avez des comptes rendus. En principe, la peinture, ça se fait toujours au dernier moment, c'est vrai. Mais là, ça n'a pas été le cas. Non, mais c'était juste un coup de propreté. C'était pour avoir. C'était pas une peinture définitive. D'accord, mais ça suppose que donc quelqu'un intervienne sur une pergola qui présente un danger. Ouais. Le problème, il est là. Hein. Quelqu'un intervient sur une pergola qui présente un danger. Qui a donné l'ordre? De peindre la pergola? Ah, mais c'est pas Castel qui a demandé l'ordre. C'est pas Castel qui l'a demandé l'ordre. Alors, est-ce que vous maintenez que l'entreprise de peinture savait qu'il y avait un danger? Si, parce qu'enfin, on savait que ces poutrelles étaient pas scellées. On le savait. Vous le saviez, mais lui? Oui, mais puisque l'architecte le diffusait, il rencontrait tout le monde, l'architecte. Non, excusez-moi, mais là, il n'y a eu aucune diffusion. Sur ce point, vous êtes en contradiction l'un et l'autre. Hein. Là, c'est vraiment... Parce que, non, écoutez, franchement, si on l'avait su, vous croyez qu'on aurait fait ça? Mais c'est pas possible. Vous savez, on a toujours tendance à réécrire l'histoire après. Non, vous savez, j'ai trop de présence et c'est mon premier accident. Et finir ma carrière comme ça me gêne quand même terriblement. Vous pensez bien que... Oh, jamais on l'aurait fait. Dans les comptes rendus de chantier, il y a les gens qui étaient présents. De toute façon, c'est pas écrit. Il n'y a pas d'écrit sur ce problème. Ah, si. Non, il faut repeindre après. Ah oui, non. Le fait que ce ne soit pas scellé. Ah non. C'est pas écrit, là. Nulle part. Il n'y a pas d'écrit. Exact. Oui. Ça a été dit. Oui. D'où la difficulté. Voilà, d'abord la partie civile. Donc. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur, j'assiste donc devant le tribunal correctionnel, Monsieur Alain Damestoy. Il demande au tribunal correctionnel de déclarer donc les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, de recevoir sa constitution de partie civile
Étant précisé que cette constitution de partie civile n'a pas pour objet de demander des dommages-intérêts, une réparation du préjudice qu'il a subi, qui est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, d'ailleurs déjà saisi, et qui nous a entendus, qui a entendu M. Damestoy et qui a mis l'affaire en délibéré, le jugement n'étant pas encore rendu. Il sollicite simplement aujourd'hui la condamnation des prévenus à lui régler une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Alors, M. Alain Damestoy est effectivement victime d'un accident du travail qui n'aurait jamais dû se produire. Victime d'abord parce qu'effectivement, alors qu'il a été blessé le 29 juin dernier, alors qu'il avait à peine 50 ans, il n'a pas pu, à la suite de cet accident, reprendre une activité professionnelle. Cet accident a eu des conséquences particulièrement importantes pour lui. D'une part parce qu'il a perdu son emploi, il a été licencié pour inaptitude physique et d'ailleurs par la société elle-même, celui qui aujourd'hui comparaît devant votre juridiction comme prévenu est le signataire de la lettre de licenciement pour inaptitude physique, alors que c'est au service de cette entreprise que M. Alain Damestoy a eu cet accident du travail. Et par ailleurs, cet accident ne se serait jamais produit. Et il n'aurait jamais dû se produire si, l'inspecteur du travail l'indique, si la société avait simplement respecté les dispositions du Code du travail. Et d'ailleurs, l'employeur l'a reconnu lorsqu'il a été effectivement interrogé par la gendarmerie sur commission rogatoire, puisqu'il dit lui-même que les travaux, ceux auxquels était effectivement affecté M. Damestoy, auraient dû effectivement être réalisés sur un échafaudage roulant. Il dit ça lorsqu'il est entendu donc le 13 janvier 2006 par les services de la gendarmerie. Et tant l'employeur qui n'a pas respecté les dispositions qui sont applicables que la société Castel, qui n'a évidemment pas fourni les informations qui étaient les informations qui devaient être effectivement fournies, sont responsables du préjudice qu'a effectivement subi monsieur Alain Damestoy. Et c'est injuste parce que monsieur Alain Damestoy ne méritait évidemment pas ce qui lui est effectivement arrivé ce jour-là. Étant précisé que lui n'a rien à se reprocher, ce qu'on lui a demandé, on le lui a demandé en urgence, et M. Damestoy ne pouvait pas faire autrement que d'agir comme il l'a fait, avec l'accord de son chef d'équipe, et c'est un système qu'ils ont trouvé tous les deux, faute d'échafaudage, parce qu'il fallait faire vite, que la seule raison de ce travail qui était à ce moment-là demandé à M. Damestoy, c'était l'urgence, il fallait faire vite. La seule solution consistait à grimper sur la pergola, à y installer des planches et à peindre. Eh bien, c'est effectivement une manière tout à fait de fortune, mais c'est la manière qu'on a trouvée et c'était la seule qui pouvait être effectivement utilisée dans ces circonstances. Telles étaient donc les observations que j'avais à faire valoir dans l'intérêt de M. Alain Damestoy, partie civile, en vous demandant donc simplement aujourd'hui de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et de solliciter simplement le paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Merci beaucoup. Madame le procureur. Merci Madame le Président. Donc tout d'abord, je ne vais pas faire l'impasse sur les réquisitions écrites de non-lieu qui avaient été prises dans ce dossier. J'ai bien évidemment prévenu les conseils des différentes parties et c'est à la fois, à mon sens, l'intérêt de porter des regards croisés sur un dossier, mais aussi les limites de l'unité et de l'indivisibilité du parquet, que pour ma part, je considère sans doute aucun que les infractions reprochées et à M.
en tant que personne physique et à l'entreprise Castel sont caractérisés et que tous deux doivent être condamnés pour les faits de blessures involontaires dans le cadre de l'accident du travail qui leur sont reprochés. Alors les deux fautes, la première de ces fautes, c'est l'information qui n'a pas été donnée à la victime, à monsieur Alain Damestoy, l'information comme quoi les poutrelles n'étaient pas scellées sur l'ensemble. Alors, dans l'idéal, ces poutres auraient dû être scellées. On ne fait pas peindre une pergola à quelqu'un quand les poutres ne sont pas scellées. Je ne suis pas une spécialiste du bâtiment, mais ça paraît être l'évidence. Et à minima, et c'est là la faute qui peut être reprochée, qui doit être reprochée, la personne qui doit monter sur la pergola pour peindre doit être informée afin d'être en mesure d'appréhender les risques qu'elle prend. Je ne vois pas comment on pourrait reprocher une faute d'imprudence à la victime, pour le coup, qui serait susceptible d'exonérer pour partie les responsabilités des prévenus, dans la mesure où on ne peut pas reprocher à M. Damestoy d'avoir choisi de peindre par-dessus les poutres en prenant un risque qu'il ne savait pas prendre, puisqu'il ignorait que les poutrelles n'étaient pas fixées sur l'ensemble. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, M. Alain Damestoy ne savait pas que les poutrelles n'étaient pas fixées. La question qui doit se poser, qui savait que les poutrelles n'étaient pas fixées, c'est-à-dire qui aurait dû en informer M. Damestoy. Le seul dont il est démontré dans ce dossier, enfin la seule, parce que c'est la société qui est poursuivie, la seule dont il a été montré dans le dossier qu'elle ait su que ces poutrelles n'étaient pas fixées, c'est l'entreprise Castel. Ça avait été décidé par l'architecte et l'entreprise Castel en avait été informée, et il n'y a pas la preuve dans ce dossier que l'entreprise Castel ait fait ce qu'on attendait d'elle, dans son rôle de coordinateur de chantier, d'informer la société qui elle-même aurait pu, alors à ce moment-là, aurait même dû informer monsieur Damestoy. Donc, à mon sens, concernant cette première faute, il m'apparaît indiscutable que la responsabilité de la société Castel est engagée, et tout aussi indiscutable, pour des raisons de preuve, pour des raisons de droit, que monsieur ne peut pas, lui, être tenu responsable de cette faute-là d'imprudence, parce qu'il n'est tout simplement pas avéré dans le dossier que lui savait que les poutrelles, c'est probable, mais il n'est pas avéré dans le dossier que lui savait que les poutrelles n'étaient pas fixées. Concernant la deuxième faute, qui peut être reprochée et qui doit être reprochée à monsieur, c'est d'avoir mis en place des équipements de sécurité insuffisants. Il résulte des textes applicables en matière de droit du travail que, poutrelles fixées ou pas, quand on est à 2,5 mètres de hauteur, on doit prévoir un dispositif de sécurité. Alors, quand on met dans la balance le fait de quelque chose qui va être difficile à réaliser et puis la vie de quelqu'un qui risque de chuter, j'entends bien que ce n'est pas un immeuble de 10 étages et qu'on pouvait se dire, bon, il n'y a pas de grand risque de chute, et puis s'il y a une chute, on n'est quand même pas en haut de la tour Eiffel. N'empêche que faire monter quelqu'un en hauteur pour peindre quelque chose, c'est faire risquer sa vie à ce quelqu'un en question, et que quand on fait risquer sa vie à ce quelqu'un en question, dans le cadre d'un chantier du bâtiment ou autre, eh bien, on ne lésine pas avec les risques de sécurité. Moi, je n'étais pas sur ce chantier, je ne suis pas spécialiste dans le bâtiment, je veux bien croire que c'était compliqué de mettre un échafaudage, et tellement plus simple de mettre quelqu'un sur des planches, sur des poutres non scellées. N'empêche que le résultat, il est celui qui est arrivé. On a quelqu'un qui a 7 mois d'incapacité totale de travail, une inaptitude à exercer le métier qu'il a toujours exercé. Tout ça, pourquoi ? Quand on regarde tout ça, pourquoi ? Peut-être un raccourci, mais quand même au fond, tout ça, pourquoi ? Pour que le propriétaire de cette villa luxueuse, personnalité décrite comme extrêmement importante, ait un meilleur rendu visuel l'après-midi quand il arrive. Voilà, je pense que la vision de M. Damestoy écrasé en bas de la pergola, ça n'aurait pas été un rendu visuel du meilleur effet. Et c'est quand même ça qui est à prendre en considération. Ce sont ces intérêts-là qui sont à mettre dans la balance lorsque l'on fait prendre ce type de risque à qui que ce soit, en l'occurrence. Donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, je suis persuadée, parce que là, je le dis sincèrement, c'est pas parce qu'il y a eu des réquisitions de non-lieu du parquet que je voudrais que ça vienne amoindrir la démonstration que j'ai essayé de faire. Je considère pour ma part qu'il n'y a aucun doute sur la caractérisation des infractions qui sont reprochées. Ils n'ont d'antécédent ni l'un ni l'autre sur leur casier judiciaire. Et eu égard à l'ensemble de ces éléments, je demande de condamner M. à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 € d'amende. Et pour ce qui est de la société Castel, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, mais 50 000 € d'amende, s'agissant d'une personne morale qui, par définition, a plus de moyens. Merci. Dans quelle heure vous voulez plaider ? Madame le Président, Madame, Monsieur, j'interviens pour Monsieur poursuivi dans cette affaire, effectivement, en sa qualité de dirigeante de la société, qui, pour sa part, n'est pas poursuivie dans cette affaire d'une manière assez curieuse, je dois l'avouer. Autre curiosité, l'affirmation de Madame le procureur, ferme et convaincue, de ce que la culpabilité de Monsieur
ne fait aucun doute dans cette affaire, alors que pour autant, et quelques mois tout juste précédemment votre audience, on a lu de manière motivée, rigoureusement, le contraire de la part de la même institution. Alors, vous verrez, en vous penchant de plus près sur cette affaire, que même si on vous affirme que l'infraction est certaine, eh bien, contrairement à ce qu'on vous indique, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas si évident, loin s'en faut. Alors, le chef de chantier savait parfaitement donc quelle était la tâche à effectuer. Il est justifié que toutes les mesures, les matériels de sécurité étaient mis à disposition, et donc il avait parfaitement la possibilité de recourir à ces matériels. Or, de concert avec M. Damestois, je ne dis pas qu'il y a une faute de la part de M. Damestois, mais pour autant, ces deux personnes qui sont des ouvriers compétents et qualifiés ont, en toute connaissance de cause, estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre au sein de l'entreprise, dont ils savaient qu'ils avaient tout à disposition. Ils n'ont pas jugé utile et opportun de prendre ces matériels. Ils auraient pu prendre le temps qu'il fallait, éventuellement, s'ils l'avaient jugé opportun, pour monter un échafaudage. Mais ils ne l'ont pas jugé utile. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de rechercher la faute des ouvriers, mais il n'y a pas de manquement de la part de la société de les avoir affectés à cette tâche dans les conditions qui sont celles qui ont été relatées, dans la mesure où, vous le verrez notamment pour monsieur Damestois, c'est pas un jeune débutant qui n'a aucune compétence. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du bâtiment, de la peinture, quand il intervient sur ce chantier. Et vous verrez dans la convention collective, en ce qui concerne la catégorie de compagnons professionnels niveau 3, donc c'est la catégorie, le grade de monsieur Damestois, qu'effectivement il lui appartient d'apprécier le niveau de risque de l'ouvrage à effectuer. Il a une marge de manœuvre à ce titre, parce qu'il a la compétence pour juger du risque. Et ce que je vous dis, c'est qu'il a la compétence et il est justifié qu'il avait le matériel. Et il n'est absolument pas justifié, c'est pas établi, ce sont des supputations qui ne permettent pas ce revirement de position de la part du parquet. Il n'est pas établi que monsieur ait imposé à monsieur Damestois de méconnaître les règles élémentaires de sécurité pour aller faire de l'équilibrisme sur cette pergola. En aucun cas. Dernier point, et j'en finis. Moi, je vous demande de faire une application stricte de la loi, et vous verrez toutes les jurisprudences que je cite à mon dossier, et qui vous permettront, de manière certaine, et comme le parquet l'avait requis en premier lieu, de prononcer une relaxe pure et simple. Merci, maître Personnaz. Oui. Je me présente donc dans l'intérêt de la société Castel. Je suis vraiment étonné de la virtuosité du parquet qui fait un revirement à 180 degrés, puisqu'après un réquisitoire visant un non-lieu, on tente maintenant de vous démontrer qu'en réalité, la société Castel aurait commis une faute à l'origine, tout au moins en partie, des blessures graves subies par monsieur Damestois. Dans cette affaire, où je plaiderai également la relaxe de mon client, vous n'en serez pas étonné. Suivant cela, d'ailleurs, madame le procureur, non pas à l'audience, mais dans son réquisitoire, je voudrais quand même que l'on revienne un petit peu au problème d'organisation des chantiers. On a une entreprise, maçonnerie, la société Castel. On a d'autres entreprises et on a des entreprises sous-traitantes de la société Castel. La jurisprudence nous enseigne quoi concernant les sociétés sous-traitantes? Que le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise. Ça signifie que l'entreprise qui a sous-traité et qui a donné donc par conséquent en sous-traitance n'a pas de pouvoir de direction particulier sur l'entreprise sous-traitante, et encore moins sur les ouvriers de cette entreprise. Nulle part vous ne trouverez dans le dossier, et cela est totalement contraire au fait, que la société Castel ait eu à un quelconque moment
un pouvoir de direction de ce chantier et, en toute hypothèse, une fonction de coordination. Vous verrez d'ailleurs que l'architecte qui a aimablement produit devant le juge d'instruction son contrat, alors prenons le contrat, le tribunal verra avec intérêt que l'architecte avait la direction générale des travaux et que cela représente 24% de son activité sur le chantier. Vous pourrez me dire, mais attendez, l'architecte, il venait pas là tout le temps? Peut-être, mais regardez, quelque chose d'intéressant. Vous constaterez que le jour de l'accident, l'architecte était sur le chantier. Voilà ce qu'il dit. Le jour du 29 juin 2005, j'étais présent sur le chantier et je me trouvais dans la baraque de chantier, dans la propriété, quand j'ai entendu du remue-ménage, etc. Castel n'était pas là. Hein. Or, qui a ordonné, qui a donné l'ordre de ne pas sceller ces 3 ou 4 poutrelles? C'était combien? 3 ou 4? Bon, 4 poutrelles. C'est l'architecte. Comment peut-on venir dire aujourd'hui que le maçon aurait dû répercuter cet ordre sur le peintre qui était en train de peindre ou qui allait peindre? Ça appartenait évidemment à l'architecte. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'architecte n'est pas ici aujourd'hui à la place de Castel. Par conséquent, dans cette affaire-là, vous n'avez aucun élément, vous n'avez rien dans le dossier qui permette de retenir les chefs d'inculpation qui sont soutenus par Madame le procureur à l'encontre de la société Castel, et c'est donc fermement que je sollicite la relaxe. Merci, Maître Personnaz. L'affaire est mise en délibéré. Pareillement pour vous. Le jugement sera rendu le 18 janvier à 14h. La société Castel a été condamnée à une amende de 30 000 €. De son côté, l'employeur du peintre a 2 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 8 000 €. La constitution de la partie civile a été déclarée recevable. Les prévenus ont été condamnés à lui verser 1 500 € au titre de l'article 457.1 du Code de procédure du Code pénal. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.